Dans ce tutoriel, nous allons étudier la régulation par le marché. L'approche classique défend l'économie décentralisée dans laquelle les décisions sont prises par les différents agents économiques. Ainsi, les classiques anglais comme Adam Smith ou David Ricardo des XVIIIe et XIXe siècles ou Jean-Baptiste Say, puis les néoclassiques à partir de 1870 comme Walras ou Pareto, considèrent l'intervention de l'État à la fois comme inopportune, dans la mesure où pour eux le marché est autorégulateur. Les concepts laisser-faire, laisser-passer, la main invisible d'Adam Smith correspondent à cette vision des choses. Ils considèrent également l'intervention de l'État comme néfaste, en ce sens qu'elle perturbe les lois du marché et modifie le calcul des agents économiques. Ainsi, jusqu'au début du XXe siècle, l'État aura un rôle limité. Il s'agit essentiellement d'un État gendarme ou encore arbitre, dont les fonctions, appelées fonctions régaliennes, sont limitées à la protection du pays et des individus, la police ou la défense, la prise en charge des biens collectifs, le maintien des institutions publiques, le maintien des conditions de la concurrence et la protection de l'industrie nationale. Rappelons les fondements du capitalisme. Le contexte à la fois économique et juridique est celui de la révolution industrielle. De nouvelles bases juridiques sont mises en place avec le Code civil en 1804 et le Code du commerce en 1807. Le capitalisme repose sur trois grands fondements. Tout d'abord, la propriété privée des moyens de production, considérée comme source de productivité. Il revient alors à l'État de faire respecter le droit de propriété. Le deuxième fondement est la recherche du profit, le profit étant considéré comme le point de départ de l'investissement. Troisième fondement, la régulation se fait par le marché assure l'équilibre du système et permet la meilleure allocation des ressources. Dans une économie de marché, le mécanisme de coordination repose sur le prix. Quel est donc le rôle du prix ? À la fois le prix joue un rôle d'information en envoyant des signaux quant à la rareté relative des biens. Le prix joue également un rôle d'incitation pour les producteurs, pour les consommateurs, pour modifier leurs intentions de production, d'achat notamment. Enfin, le prix joue un rôle d'équilibre sur chaque marché et donc dans toute l'économie. Le marché est-il un bon mode de régulation de l'économie ? Nous pouvons nous poser la question, à quelles conditions le marché serait-elle donc un mode de régulation optimal ? Tout d'abord, le premier critère à réunir est celui de la concurrence pure et parfaite, décrite notamment par le français Léon Walras. La concurrence pure et parfaite est un modèle, c'est une théorie, elle n'existe pas. Elle repose sur 5 axiomes. Le premier, l'atomicité de l'offre et de la demande, ce qui signifie qu'il faudrait un très grand nombre d'offreurs et également un très grand nombre de demandeurs, tous de petite taille, pour ne pas être capable d'influencer les conditions du marché. Le deuxième critère est l'homogénéité des produits, ce qui signifie qu'il faudrait que les produits soient parfaitement identiques, parfaitement substituables entre eux. Troisième critère, la libre entrée sur le marché, ce qui veut dire qu'à tout moment, un nouvel offreur pourrait rentrer librement sur le marché. Quatrième critère, la transparence. Transparence renvoie sur l'accès à l'information. Dernier critère, la parfaite mobilité des facteurs de production, travail et capital. Si les 5 conditions étaient réunies, alors on pourrait véritablement parler de concurrence pure et parfaite, et le prix issu du marché s'imposerait à tous les acteurs qui seraient donc en situation de price takers. Deuxième condition pour estimer le marché comme un mode de régulation optimal, il faudrait que les agents économiques soient parfaitement rationnels dans leur prise de décision. On aboutirait alors à une situation d'optimum de Pareto, situation dans laquelle il n'est plus possible d'améliorer la situation d'un agent sans dégrader celle d'au moins un autre agent. En réalité, le marché n'est pas parfait, on parle de défaillance de marché ou de market failures en anglais. Plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, la concurrence n'est pas parfaite du fait de la tendance à la concentration des entreprises. Ainsi, on s'éloigne de l'atomicité puisqu'il en reste moins, mais de plus grande taille. Les entreprises recherchent par cette volonté de concentration des économies d'échelle.
Le critère de l'homogénéité n'est pas atteint, au contraire, les entreprises recherchent la différenciation. L'accès sur le marché n'est pas libre, puisque sur la plupart des marchés, il existe des barrières, soit à l'entrée, soit à la sortie, en termes de coût d'accès, de normes notamment. La plupart des marchés manquent de fluidité. Les entreprises détiennent des pouvoirs de marché conséquents et ne sont plus en situation de price takers, mais sont plutôt faiseurs du prix. Enfin, le fait que l'entreprise ait changé de taille fait qu'il y a séparation entre les propriétaires et les gestionnaires de l'entreprise qui peuvent avoir des intérêts divergents. Ainsi, selon l'économiste américain Galbraith, la concurrence pure et parfaite n'est pas le cadre idéal de référence puisqu'elle ne correspond pas à notre monde réel. Par opposition au terme concurrence pure et parfaite qui reste très théorique, trois formes de marché principales nous environnent. Tout d'abord, la concurrence monopolistique, qui signifie qu'il existe un grand nombre d'entreprises en concurrence, mais que chacune détient un mini-monopole du fait de différentes caractéristiques liées à la différenciation, comme le produit proposé, la cible visée, le niveau de prix pratiqué, l'appartenance ou non à un réseau. On peut citer ici les boutiques de vêtements par exemple. Deuxième forme de marché, l'oligopole. La racine oligo signifie plusieurs. L'oligopole est la conséquence du mouvement de concentration des entreprises. Deux situations sont possibles côté oligopoleur, un comportement d'entente ou de collusion ou un comportement de rivalité. Troisième forme, le monopole, mono pour un seul, une seule entreprise sur le marché. Deuxième raison pour mettre en avant que le marché n'est pas parfait, le manque de transparence. En effet, il existe sur tout contrat une asymétrie d'information, ce qui signifie que les contrats ne peuvent jamais être parfaits. L'information est imparfaite, elle peut être coûteuse, elle entraîne un risque de sélection adverse, c'est-à-dire le fait de faire un mauvais choix faute d'une information parfaite. Elle entraîne aussi une possibilité d'opportunisme de la part des agents qui peuvent tromper le co-contractant. Il existe un risque d'aléa moral dans la mesure où un agent peut, suite à un contrat signé, avoir un comportement contraire à l'intérêt général. Enfin, la rationalité des agents économiques est forcément limitée. La troisième raison pour mettre en avant que le marché n'est pas parfait est liée à l'existence d'externalités. Une externalité est une conséquence positive ou négative du choix d'un agent économique. Exemple, la recherche, exemple encore, la pollution. Le marché n'est pas capable de correctement les prendre en compte. Quatrième constat, le marché est défaillant dans la production des biens collectifs purs, comme la police ou la justice. Un bien collectif pur est le cas pour lequel il est impossible d'exclure ceux qui ne souhaitent pas payer le prix. Rappelons que toute décision, contrairement à ce que laisse entendre la théorie néoclassique, n'est pas prise dans un contexte de rationalité parfaite. En effet, la qualité du résultat d'une décision dépend la plupart du temps du délai que nous avons devant nous, du coût ou du budget que nous avons également, et donc, faute de temps, faute d'argent, la qualité du résultat en dépendra. Par ailleurs, la plupart du temps, l'agent économique recherche non le choix optimum, mais une solution déjà satisfaisante. Revenons sur les externalités. Un agent économique crée une externalité lorsqu'il procure à quelqu'un une utilité ou un dommage sans compensation monétaire. Ainsi, un apiculteur permet de polliniser gratuitement les arbres de l'arboriculteur. Mais on peut dire également que grâce aux arbres, l'apiculteur obtiendra davantage de miel. L'externalité est positive lorsqu'elle n'est pas compensée pour l'auteur mais que le tiers en bénéficie gratuitement. Elle est négative si l'auteur n'en supporte pas les coûts et que les tiers n'en sont pas compensés. Ainsi, le libre fonctionnement du marché n'aboutissant pas toujours à une régulation satisfaisante, l'intervention de l'État est nécessaire. Dans les secteurs économiques à forte économie d'échelle avec existence de rendements croissants, il peut être préférable de laisser une seule entreprise. Un excès de concurrence peut être destructeur, le rôle de l'État peut être alors de contrôler le niveau optimal de concurrence.
L'intervention de l'État peut également se justifier pour que le prix permette l'accès à tous. On peut cependant se demander si l'État serait plus capable que le marché de déterminer les choix correspondant au bien-être collectif. Ainsi, dans l'exemple proposé par Condorcet ou par Arrow, dans lequel on demande à 3 agents économiques de classer leurs préférences, il apparaît qu'il est impossible de faire un choix collectif en faisant la somme de préférences individuelles. Par ailleurs, l'école du choix public critique les décideurs politiques en mettant en avant qu'ils ne recherchent pas forcément le bien-être collectif. Soulignons par ailleurs que l'intervention de l'État entraîne des coûts qui modifient les comportements des agents économiques. Notons également que, du fait de finances publiques exsangues, l'État a tendance à déléguer la production au secteur privé en créant des partenariats publics-privés. Il instaure parallèlement des autorités de régulation indépendantes comme la CNIL, le CSA, l'AMF par exemple. En conclusion, soulignons que pour Pierre Rosanvallon, en théorie, la régulation par l'État, au travers d'une planification, pourrait se révéler supérieure, mais cette situation paraît quasi impossible. En réalité, la décentralisation des décisions, le tâtonnement des agents économiques va corriger progressivement les erreurs du marché et permettre de tendre vers un équilibre. En réalité donc, le marché reste le mode de régulation qui apparaît comme supérieur à une régulation par l'État, même si clairement il n'est pas parfait.